Et yo tout le monde, ici Vemaillé pour une nouvelle vidéo, une nouvelle critique vidéo d'ailleurs. Ouais, ça fait un petit moment quand même, je ne suis pas sorti de critique vidéo, peut-être depuis, je me trompe pas, The Iron Claw, sorti en janvier dernier. Désolé, c'est mon désodorisant d'odeur qui vient de pchit en même temps que je parle. Et donc aujourd'hui nous sommes là pour parler d'un film qui est sorti très récemment. Quand je dis très récemment, ça veut dire très récemment en réalité au moment où je vous parle du film. Et un peu moins au moment où la vidéo sortira, puisqu'elle devrait sortir une semaine après le moment où je la tourne, donc aujourd'hui. Puisque je la tourne d'ailleurs le lendemain d'avoir pu voir ce film, donc je l'ai vu hier. D'ailleurs, en parlant de film, c'est peut-être pour moi l'un des meilleurs films de l'année pour l'instant. Je dis bien sûr pour l'instant parce qu'on sait très bien que tout peut changer du jour au lendemain et très facilement d'ailleurs dans notre milieu cinématique, enfin cinéma audiovisuel. Mais pour l'instant, c'est peut-être l'un des meilleurs films de science-fiction de l'année. Un film qui est d'ailleurs une suite d'un film qui est censé normalement être en deux parties, du moins pour l'instant, mais on en reparlera par la suite puisqu'il y a des choses à dire là-dessus. Et donc c'est un film qui est la deuxième partie d'un film adapté d'un livre, qui est aussi un remake d'un ancien film qui a été fait par David Lynch, Plomba, dans les années 80 ou 90, donc c'était un petit moment quand même que ce film-là était sorti. Un film qui est donc sorti le 27 février 2024 au moment où je vous parle, que j'ai pu voir en première du coup le 27, qui est sorti le 28 février 2024 que j'ai pu voir le 27 en réalité, et qui se nomme donc Dune Partie 2, réalisé par Denis Villeneuve avec entre autres Timothée Chalamet ou encore Zendaya. Et donc je pense que nous pouvons commencer par parler d'ailleurs du film. Alors Dune Partie 2, qui est donc un film qui suit Dune Partie 1, avec des très jolis plans, de l'action à gogo, qui se passe pas mal de... Bon, je sais que c'est avec spoiler, donc je le précise, mais vous le savez déjà. Donc il y a pas mal de plans de sable, dans le désert, puisque c'est la plupart du film qui se déroule dans le désert. Et qui nous permet en fait de suivre des personnages assez intrigants, assez intéressants, dont je vais d'ailleurs commencer par vous parler dans quelques instants. Pour vous dire, ce film, j'ai pu le voir au cinéma et c'est un film par contre à voir au cinéma d'ailleurs. J'ai pas pu l'avoir dans les caméras, dans les meilleures conditions selon les Villeneuve parce qu'il dit je regarde en IMAX. Mon cinéma n'a pas d'IMAX malheureusement. Mais ça reste un très bon film que je vous conseille. Et d'ailleurs, on va commencer par parler d'ailleurs des acteurs qui restent donc des points très importants du film, dont deux personnages principaux qui sont donc alors Paul Atreides joué par Timothée Chalamet et donc Chani joué par Zendaya. On va commencer par parler de Paul Atreides parce qu'il a un rôle essentiel. Nous le savons d'ailleurs, c'est le héros de ce film-là, donc deux parties. Et c'est un Paul Atreides qui se montre encore plus que dans le premier opus, et un Timothée Chalamet qui réussit à convaincre encore plus qu'avant. C'est-à-dire que j'ai eu du mal à accepter d'avoir un Timothée Chalamet pour jouer un rôle de ce style-là, de héros de science-fiction, d'un grand héros de science-fiction. J'ai eu peur parce que je connais très peu Timothée Chalamet. Il a pourtant donné d'incroyables performances dans Wonka, mais c'était donc plutôt de la comédie musicale. Et il m'a impressionné. Il a réussi à, je trouve, élever son jeu pour être encore plus, pour nous donner encore plus à voir. Et il est franchement très très bon. Et je ne peux que être content d'avoir, en fait, de m'être trompé et d'avoir un très bon Timothée Chalamet qui joue un Paul Atreides en fait qui on va dire est un peu rongé entre plusieurs choses. Il a plusieurs motivations. Bon, déjà dans le début du film, on se rend compte que oui, il a la motivation de venger son père qui a été tué. On va voir par la suite que c'est par la demande de l'empereur qui a comploté pour tuer la famille Atreides. Et donc on se rend compte qu'il est vraiment désireux de se venger de cette mort. Et c'est pour ça qu'il veut donc apprendre des Fremen. Et donc pour pouvoir du coup faire partie de leur peuple et donc apprendre leurs us et coutumes. C'est d'ailleurs comme ça qu'il va se rapprocher de Shani. Et pendant ce temps-là, donc sa mère va faire d'autres choses et ça va d'ailleurs un peu le déranger puisqu'elle va finir par devenir révérende mère, dont je pourrai par la suite, et boire une sorte de haut de la vie qui va la rendre un peu folle. Et c'est un peu pour ça qu'il il est pourtant la prophétie, parce que oui, il y a cette prophétie de Lisan Kaib, du sauveur, tout le monde pense que c'est lui, la plupart des gens du sud pensent que c'est lui. Alors qu'en fait, on ne sait pas vraiment, et beaucoup sont du nord, des gens du nord sont pas vraiment pour dans les Fremen.
Et en fait, il est vraiment, il a des rêves où en fait, il se rend compte que quand il va au sud, et ben, il fait plein de morts et tout, donc il est toujours désireux de pas y aller. C'est vraiment son combat dans toute la plupart du film, sur les 2h45, où en fait, il veut pas y aller. Et il va être obligé de le faire dans la dernière partie du film. Il va être, et en fait, il va avoir tout au tout. En fait, il va vraiment devenir tout au tout, c'est-à-dire qu'il va dire je vais voir, il va d'ailleurs rencontrer sa petite sœur dans un de ses rêves grâce à cette eau de la vie, qui est jouée en version donc adulte par Anya Taylor-Joy. C'est sa seule apparition dans le film, mais j'espère qu'on la verra plus dans la partie, dans une autre partie si on a eu d'autres, dont je parlais pour la suite. Et donc il est vraiment là, il va d'ailleurs délaisser un peu Shani alors qu'il était tombé amoureux d'elle, qu'il avait dit je tiendrai jusqu'à la fin de ma vie, il va la délaisser pour vraiment se battre, pour être vraiment plus... il va vraiment être beaucoup plus... il va prendre beaucoup plus les devants, il va être beaucoup plus, comment dire, sanglant, beaucoup plus énervé, où vraiment c'est plus... en fait il a été presque manipulé par ça, cette eau de la vie. Et on a l'impression que Paul Atreides n'est plus Paul Atreides lui-même. Et ça, faut le souligner parce que je trouve que c'est déjà énorme en tant qu'acteur de pouvoir avoir ce rôle-là. Et il le joue très bien. Cette folie et tout, il la joue très bien, c'est impressionnant. Il a vraiment changé du tout dans la dernière partie du film. Tu ne reconnais plus du tout Paul Atreides. D'ailleurs, Shani ne le reconnaît plus. Et dans ses yeux, à elle, tu ne le reconnais plus non plus. Et par contre, il a de très bons scènes de combat. Il apprend vite. Il va réussir à chevaucher un verre. Donc ça fait encore partie de la prophétie dont je parlerai par la suite parce qu'il y a un personnage qui fait que ça, nous rabâcher cette prophétie-là. Et c'est quelque chose donc, qui va être assez spécial, tout comme sa relation avec Shani, parce que oui, on s'attendait à ce que les deux forment un couple, et ils vont finir par former un couple, même si au début, elle a des difficultés à l'apprécier, même si voilà, elle va réussir à se rapprocher de lui, à l'aider à s'ouvrir un peu plus dans les Fremen, il va lui sauver la vie, il va faire plein de choses. Et elle va vraiment être dans ce côté-là où en fait je suis une Fremen, je vais vraiment me battre pour mon peuple, c'est vraiment mon peuple, ce que lui avait compris d'ailleurs à la base avant de voir sur toute la vie, c'est le peuple qui doit se soulever, qui doit se sauver, et pas quelqu'un qui doit se soulever pour lui. Pas avoir quelqu'un que le peuple doit suivre, mais vraiment le peuple en lui-même, elle est vraiment de cette partie-là. Et elle est vraiment de ce côté où en fait elle a peur aussi de ce qui va lui arriver s'il va vraiment dans le sud, elle comprend pas vraiment toutes ses forces, elle est contre cette prophétie, elle est vraiment... Là en fait un appui pour lui, et un appui jusqu'au moment où en fait il va voir l'eau de la vie, elle va plutôt le reconnaître, même si c'est un peu elle qui va le sauver, parce que dans la prophétie en fait, elle s'appelle en fait Shani, donc les larmes du désert. Et dans cette prophétie, c'est les larmes du désert qui doivent sauver du coup Lisan Kay, le sauveur, qui est donc je partie me jamais donc Paul Atreides. Et à partir de ce moment-là, lui, il va devenir fou et tout, il va même réussir à capturer donc Arrakis, et elle le reconnaît plus, donc elle va finir par s'enfuir et finir en fait être seule, parce que les Fremen vont être de son côté. Elle a vraiment dans la partie du film, dans le dernier plan du film, c'est elle toute seule qui va se barrer. Et on ne sait pas ce qui va devenir d'elle. Elle va certainement devenir une ermite, un truc comme ça, mais on a vraiment en fait, ces acteurs-là sont complémentaires, les deux personnages sont complémentaires jusqu'au point où Paul va devenir taré et elle peut plus vraiment le suivre. Et on se rend compte à travers ses yeux que c'est dur pour elle, on voit ses larmes, elle l'aime vraiment, on voit que les deux s'aimaient vraiment à une partie du film. Et les deux sont vraiment toujours liés, ils se battent toujours ensemble jusqu'à aller dans le sud ensemble et tout, jusqu'à ce qu'elle se pour lui au moment où il boit l'eau de la vie, en fait, il a cru qu'il était mort. Mais en fait, c'est vraiment cette partie-là où elle peut plus rien faire pour lui et elle l'a vite compris, donc elle est obligée de se barrer. Et c'est un peu tout ce que j'ai à dire sur ce personnage-là. Ensuite, on va parler du coup d'un autre personnage assez important du film, puisque je vais parler de la mère de Paul Atreides, donc Dame Jessica, une BD Gesserit, qui va donc en fait devenir du coup la révérende mère à la demande de Silcar, et qui va donc boire cette eau de la vie, qui au début ne comprend pas pourquoi elle faut le faire, qui va le faire quand même, elle va survivre, elle va devenir révérende mère, en fait elle va vraiment être celle qui va devenir en fait empoisonnée par ce poison-là, enfin une sorte de cette eau de la vie qui est vue comme un poison, en fait elle va être presque sous son emprise, où en fait elle va vraiment être là à suivre les visions, à dire mon fils c'est vraiment Lisan Kay, Paul Atreides c'est vraiment l'élu, c'est vraiment lui qui fait ça, elle va colporter des rumeurs, colporter plein de choses pour que les gens du Nord le croient en lui, elle va aller jusqu'au Sud pour que les gens du Sud croient en lui aussi, elle va vraiment être dans celle-là où elle va essayer de prendre l'emprise sur le peuple pour que à chaque fois, à un moment où il arrive, c'est vraiment lui qui le fasse, elle va même aller, elle va se dire c'est bon, je t'attends au Sud, et à la fin il va vraiment y être, donc elle a l'impression qu'elle sait ce qui va se passer, elle le force en quelque sorte les événements à arriver. Et qui est joué donc par Rebecca Ferguson, et je trouve que c'est aussi très fort pour le souligner, ce jeu d'acteur où en fait cette folie, tu bois un poison, enfin une eau de la vie, tu découvres tout, et c'est très dur en fait de voir, t'as l'impression qu'elle est aliénée par ça, et c'est je pense très dur à jouer, et je trouve qu'elle le joue très bien, on a l'impression vraiment qu'elle y croit franchement.
Elle va être là jusqu'à la fin, elle s'en fout un peu de Shani, elle est là, bah mon fils c'est bon, il va régner sur Arrakis. Et à la fin, elle dit même un truc très important, et ben maintenant qu'il a Arrakis, ça va arriver la guerre sainte. Et c'est un peu des dernières phrases du film, qui peuvent mener une suite d'ailleurs. Donc elle est assez importante dans le film, même si elle n'est pas très présente, mais en fait tout ce qu'elle pense, tout ce qu'elle dit finit par être important. Et c'est ce qui fait qu'elle est un personnage assez imposant. C'est pas d'ailleurs la seule Bene Gesserit qu'on a dans ce film-là, on sait d'ailleurs qu'on a d'autres, donc je parlerai pas de la suite, mais donc cette vision-là nous apprend pas mal de choses sur elle aussi d'ailleurs, puisqu'on apprend qu'en fait c'est la fille du baron, donc je parlerai par la suite parce qu'il a un point important à parler sur lui, et c'est impressionnant en fait de voir ce que en fait, juste en buvant l'eau de la vie qui semblerait venir en fait du coup des vers, et qui s'appelle l'eau de la vie, et ben en fait tout change dans ton esprit, tu deviens taré, tu changes tout. Et elle le dit de base, normalement Paul n'aurait pas dû survivre, parce qu'aucun homme survit à part l'élu. Et il a fini par survivre, et donc toute femme peut survivre par contre, et elle va forcer les gens en fait, à un moment donné il n'écoute pas, elle va crier, elle va avoir une autre sorte de voix grave qui va forcer les gens à faire les choses. Et c'est un truc, le dernier point que j'ai un peu dire, c'est très spécial, et c'est ce qu'on voit d'ailleurs avec Paul, et c'est l'impression que l'eau de la vie prend le dessus sur les deux. Ensuite, on va parler donc de ce personnage-là qui croit vraiment à la prophétie et qui d'ailleurs joue très bien ce rôle-là qui est impressionnant. Donc c'est Stilgar, joué par Javier Bardem, qui vraiment est le chef des Fremen, qui est là vraiment à dire c'est vraiment lui Lisan Cabe. À chaque fois qu'il fait quelque chose, c'est-à-dire il parle autre langue, il a vraiment été l'élu, il arrive à sauver Arrakis, c'est vraiment lui l'élu, il arrive à chevaucher comme un élu, c'est vraiment lui l'élu parce qu'il choisit son nom, il va guider le peuple, c'est vraiment lui l'élu, c'est vraiment toujours ce point-là où en fait il est omnibulé par cette prophétie. Il va aller omnibuler ses hommes, omnibuler tout le monde qui peut omnibuler par cette prophétie-là, il y croit vraiment, jusqu'à d'ailleurs en fait le suivre quand ils vont aller pour sauver Arrakis, pour aller prendre Arrakis. Et donc la rendre au Fremen, il fera vraiment paradis vert, il est là, ah oui c'est vraiment l'élu, il a bu ce poison, quand il va devenir Lisan Cabe, il va dire ah oui c'est vraiment lui, il voit les choses pour nous et tout, il est vraiment omnibulé par ça. Et c'est vraiment le rôle du personnage en fait d'être tout le temps omnibulé. C'est son rôle à lui, c'est vraiment le rôle de Javier Bardem, c'est de Stilgar, tout le temps omnibulé par cette prophétie. Il fait que ça, il croit que en cette prophétie et ce film-là, en fait, toute son importance, tout son jeu dans le film, c'est vraiment lié à ça. Il fait que ça. Je me répète beaucoup, mais en fait, c'est vraiment son rôle. C'est le mec qui croit à la prophétie, qui veut que tout le monde y croit. Et qui ne comprend pas quand les gens n'y croient pas, et c'est vraiment son rôle à part entière. Et c'est un peu tout ce que j'ai à dire sur lui, malheureusement, et qui n'est pas si impressionnant que ça, à part qu'il est prêt à y mourir, à dire à Paul, tu peux pas parler dans le cercle, normalement, dans le sud des chefs et tout, tu dois me tuer, fais-le vraiment. Il va pas le faire, Paul, il va lui dire, non, on peut pas tuer des gens, on peut pas tuer notre meilleur membre, notre meilleur chef, notre meilleur espion, notre meilleur attaquant. Et donc il va pas le faire, mais il est prêt à mourir pour Paul et pour que du coup tout se passe comme les gens s'y attendaient, et pourtant ce n'est pas ce qui va arriver, et c'est pour le mieux. Ensuite, un autre personnage dans les méchants qui reste maintenant, on va parler d'ailleurs des méchants qui n'y a plus trop de héros, important, c'est le baron, joué par Stellan Skarsgård. Bon déjà, il ne faut pas oublier que physiquement c'est impressionnant à quel point il a pu changer et à quel point il est imposant. Et un baron en fait qui va pas être hyper important, il va juste être là pour rappeler au monde et à d'ailleurs son fils dont on parlera par la suite, Rabban, et un autre fils donc je parlerai par la suite qui est impressionnant, l'un des meilleurs méchants qui existe pour moi pour l'instant. Qui est juste là à rappeler la puissance d'Arrakis, il faut vraiment qu'il a pas de la pression, il faut vraiment que ça arrive, qu'il veut quand même aussi prendre la place de l'empereur qui va pas réussir par la fin, parce qu'en fait l'empereur va comprendre ce qu'il a de ses désirs, il va aller jusqu'à le tuer parce qu'il a un système de vie, parce qu'il doit pour respirer et tout, l'empereur va lui couper, il va donc souffrir, ce qui ne gêne pas d'ailleurs. Le personnage dont je vois par la suite, c'est impressionnant parce qu'en fait c'est un peu son. C'est pas ses enfants en fait, c'est plus ses neveux. Il a vraiment d'enfants donc à part Dan Jessica. Et il va se faire d'ailleurs tuer par ensuite Paul qui sait que c'est son grand-père. C'est d'ailleurs en arrivant sur Arrakis quand ils vont tout détruire, il va arriver là dans cet endroit-là où tiens grand-père, voilà, ils lui font un coup de bague, salut grand-père, t'es mort. Il n'a pas un rôle important réellement, il a juste ce rôle-là de pouvoir et autres, mais c'est pas le rôle le plus important qu'on pourrait donner à un personnage, même si il est très bon dans ces moments où il est dans le film, et le niveau physique c'est impressionnant, mais il est moins important que d'autres, tels que le personnage dont je vais vous parler par la suite, qui est donc Rabban, joué par Dave Bautista, qui n'est pas si imposant que ça, pas si important que ça, mais qui reste important, qui est donc maintenant le
gouverneur d'Arrakis, à la demande du coup suite à ce que le baron lui avait fait, je crois, dans le premier film, et qui est donc là chercher Paul. Il veut vraiment reprendre le cours des épices et tout. Et c'est un Dave Bautista qui joue vraiment ce rôle en fait. Il me fait beaucoup penser à ces moments qu'il a eu dans le catch où il était vraiment un sanguin, quelqu'un de très énervé. C'est vraiment ce rôle-là d'acteur où en fait il est tout le temps énervé, il est vraiment il est obnubilé par ce fait de il faut que je recapture Atreides, il faut que je tue les Fremen, parce que pour lui c'est pas vraiment si Paul Atreides est encore en vie, mais il y pense. Il faut vraiment que j'arrive à les tuer, il faut vraiment que je reprenne le dessus. Et c'est vraiment cet énervement que je vois souvent dans les plus grosses scènes possibles, crier d'énervement, il comprend pas, il est énervé, il en peut plus. Il est énervé à un point où il peut tout faire, il va aller jusqu'à tirer à fond, tire, vraiment aller jusqu'à pousser les hommes, aller faire les plus gros actes, les plus horribles pour réussir ça. Et quand il n'y arrive pas, ça l'énerve vraiment. Et ça va mener à une scène d'ailleurs où il va mourir dans ce film-là, tué par la main d'un autre personnage dont je vais vous parler donc dans pas longtemps. Un personnage qui n'est pas si important que ça en réalité, même s'il a un rôle dont je vais vous parler d'ailleurs par la suite, d'ailleurs maintenant, intéressant. Donc je parle bien sûr de Gurney, joué par donc Josh Brolin, qui est donc cet ami de Leto Atreides, du père donc de Paul, qui va revenir d'entre les morts, enfin qui pensait être perdu, qui va revenir, Paul va ramener chez les Fremen aussi, et en fait il va avoir un peu ce rôle de figure, j'ai l'impression plus paternelle sur Chani, même un peu à un partir du moment, parce qu'il va dire fais pas de conneries, comprends, même si lui il comprend pas vraiment, laisse-le faire et tout. Ce rôle un peu de conseiller, ce rôle un peu où il est vraiment là pour Paul, il lui dit bah, voilà, faut vraiment que tu le fasses, faut que tu manges ta famille. Même s'il comprend pas tout, les Fremen, ce qu'ils font et tout, il va essayer quand même de suivre Paul, il va juste être là en fait comme soutien. Et au moment où je pensais qu'en fait il était là en tant que méchant, ce que j'avais un peu oublié d'une partie 1 et tout, et c'est là où en fait tu te dis bah, il va se faire tuer par les Fremen, en fait c'est grâce à Paul qu'il va revivre. Et dans cette scène, en fait, lui il veut juste se manger de Rabban qui l'a blessé, qui lui a fait du mal. Et ben je pensais à un vrai combat entre les deux, mais en fait c'est juste, il arrive, il voit Rabban il lui fout un coup, il esquive, il le tue. C'est un bémol pour moi, on aurait pu en avoir plus, j'aurais vu un meilleur combat. Malheureusement, c'est pas ce qu'on a, mais c'est ce que le film Denis Villeneuve nous a fait ce film, et ce qui n'est pas la pire des idées non plus, même si j'aurais voulu du mieux. Maintenant, parlons du vrai méchant, joué par Austin Butler, Feyd-Rautha. Franchement, le deuxième frère, le deuxième neveu du baron et le frère du coup de Rabban, qui va devenir lui aussi gouverneur par la suite à sa majorité parce que Rabban n'y arrive pas, c'est un taré, un vrai taré qui aime juste se battre, qui aime tuer les gens pour les donner à cette sorte de femmes qui l'adorent. C'est un peu des femmes qui le suivent tout le temps, qui aiment le combat, qui aiment s'amuser, qui est un gros taré et qui est un vrai méchant. Austin Butler nous a impressionné, qui va d'ailleurs avoir un combat final contre Paul Atreides il va perdre, mais c'est un méchant qui va réussir à donner du fil à retordre dans ce combat à Paul. On a l'impression qu'à un moment donné il a vraiment tué Paul, même s'il va du coup finir par se faire tuer, donc c'est pas le méchant que le héros défonce de suite. Non, il y a vraiment un méchant énormément mis en avant, qui donne du fil à retordre au héros, qui arrive à reprendre le nord des Fremen, il arrive à aller plus loin. Et il est vraiment imposant. Le seul bémol que j'ai, c'est qu'il arrive facilement à se faire, du coup, il va se faire d'ailleurs avoir pas d'autres Bene Gesserit, donc la dame Fenring, jouée par, comment dire, Léa Seydoux, qui est une des seules scènes du film, parce qu'on n'a pas beaucoup, qui va en fait coucher avec lui pour avoir un enfant, car aussi c'est lui qui devient l'empereur d'Arrakis, que le baron va essayer de faire. Et en fait, c'est un peu le seul bémol, c'est qu'il arrive très facilement à être, comment dire, contrôlé par tout ce qui est soit par le sexe ou par les femmes, et c'est un peu le seul bémol que j'ai, même s'il est très bon. Et d'ailleurs, si j'ai mis cette image, c'est qu'on a beaucoup de scènes en noir et blanc avec lui. D'ailleurs, cette première apparition est impressionnante. C'est un très bon choix, cette scène en noir et blanc en plus de ce combat. Je trouve que ça donne un point encore plus impactant sur ce méchant. Ça fait de lui un méchant encore plus impactant. Et j'adore vraiment ce choix fait par Denis Villeneuve, qui était d'ailleurs très bien, cette scène en noir et blanc dans Oppenheimer de Christopher Nolan. Et là, c'est encore mieux avec du coup ce film là de Denis Villeneuve. Je suis très content de Austin Butler. Je pense qu'il nous a montré physiquement, il n'est pas vraiment changeant, on reconnaît facilement ses traits, mais dans le jeu d'acting, je trouve qu'il a pas mal changé, et je pense qu'il peut devenir un grand méchant du cinéma. Si on lui donne d'autres rôles de méchant, je pense qu'il peut nous montrer, je pense qu'il peut avoir un grand arc où il joue que des méchants, et il peut jouer des très bons méchants. Il le montre avec Feyd-Rautha d'ailleurs, et j'aurais voulu en voir plus sur ce personnage-là, mais malheureusement, il nous a déjà donné, je pense, une bonne prestation, presque pour moi le MVP du film d'ailleurs. Et on va parler d'ailleurs d'un dernier personnage qui reste important aussi, c'est la dernière, Bene Gesserit,
qui est donc une élève de la grande prêtresse, vous savez, de Bene Gesserit, qui est donc Irulan, qui est aussi la fille de l'empereur d'Arrakis, qui en fait, en termes du côté des méchants d'Arrakis, elle est en fait très très calme. Elle n'est pas là pour le combat et autres, elle comprend pas vraiment. Elle va juste être là en fait pour dire bah voilà ce qui se passe. Elle va obtenir un journal un peu, c'est un peu ses seules apparitions, où elle va parler de ce qui se passe et tout. Elle est très très calme. En fait, au moment donné où Paul va arriver pour confronter l'empereur, elle va juste être là à suivre le cours des choses. Et au moment où il veut tuer son père, elle va juste être là pour le sauver en lui disant vas-y, je vais t'épouser, ce que Paul avait dit. Il va dire je vais épouser votre fille et vous tuez vous, comme ça elle va rester sur Arrakis, elle va bien gouverner avec moi et vous êtes mort. Et elle va sauver son père. En fait, elle n'a pas vraiment de rôle où on a l'impression qu'en fait, dans ce côté des méchants, c'est un peu le côté. On va essayer de remettre un peu de bonté dans le côté de ces méchants, ces empereurs d'Arrakis, un peu gouverneurs, un peu dictateurs même d'Arrakis. Et c'est bien amené. Elle joue très bien ce rôle-là. C'est d'ailleurs un très bon choix, je trouve, d'avoir ce rôle-là, joué par Florence Pugh d'ailleurs, qui nous donne une bonne performance. Je pense qu'on en verra plus sur elle d'ailleurs s'il y a une autre partie dont je parlerai donc par la suite. Et je suis content d'ailleurs de la voir. Et donc c'est peut-être en fait un peu je pense qu'on va avoir une sorte de confrontation. En fait, donc, le personnage de Léa Seydoux, Dame Fenring, elle devait se marier avec avoir un enfant de façon comme ça d'ailleurs qui devrait naître à un moment donné, donc il va peut-être vouloir ce trône-là. Et elle va du coup épouser Paul, qui va certainement avoir un enfant d'elle. On va peut-être avoir une sorte de guerre avec les deux enfants des autres, des Atreides et du coup de la famille du baron. Qui va aussi, va d'ailleurs être, je pense, importante puisque je vais parler par la suite, il y aura des choses importantes à dire. Mais donc c'est un peu la seule chose que j'ai à dire sur le personnage. Il n'y a pas non plus grosse chose à dire. En parlant d'elle, on peut parler d'ailleurs de l'empereur, joué par Christopher Walker, qui n'est pas en fait un personnage essentiel. Il est présent, il est là pour commencer à tuer le baron, pour la scène où Paul va reprendre Arrakis, mais à part ça, il n'a pas vraiment de discours important, de jeu important, il n'est pas impressionnant comme on aurait pu l'avoir, comme on peut l'avoir des autres acteurs, des autres personnages. Mais il est présent, il reste là et ça reste quand même un gros nom du cinéma pour avoir du coup donné ce rôle-là. Mais c'est un peu la seule chose. Maintenant, on va parler d'autre chose de ce film qui reste impressionnant, c'est la photographie, enfin tout ce qui est beauté des plans. Et ce plan-là que je vous ai choisi, il est dans le trailer d'ailleurs. Mais c'est peut-être pas le plus beau des plans. Je trouve ce plan d'ailleurs très bien, avec du coup les vers qui arrivent sur Arrakis pour s'en prendre à tout ce qui est aux Harkonnen et tout, et reprendre du coup Arrakis. Et il y a plein de plans, d'ailleurs tous ceux du désert sont magnifiques, avec des fois le soleil derrière Paul avec toutes ses troupes, le Paul sur le vert, c'est très magnifique. J'ai juste pas trouvé les plans parce que le film est sorti très récemment, donc le plan n'est pas encore là. Mais sur le plan des images, sur tout ce qui est beauté de plan, c'est encore plus beau que je trouve qu'avant. Et ça va de pair avec quelque chose d'encore plus beau aussi que dans le premier film, dont je vais vous parler dans pas longtemps. Mais avant ça, j'avais d'ailleurs vous dire que franchement toutes les scènes du désert sont magnifiques. Les scènes aussi un peu sur Arrakis sont très jolies. La scène en noir et blanc fait partie des très belles scènes. Et maintenant, j'aimerais donc vous parler d'un truc important de ça, enfin de ce film, la musique. Donc Hop, qui vient donc de Hans Zimmer, donc c'est pas n'importe qui. Et en fait, on a toujours ce thème-là qui est très présent avec Paul Atreides, avec toutes ces Atreides, avec tous les Fremen aussi qui sont liés à tout le monde. Et en fait, sur les moments tristes et les moments assez qui sont impactants du film, la musique fait encore plus, elle nous impacte encore plus que les images, c'est encore mieux je trouve. Et sur ce qui est aussi de l'action, en fait c'est un truc qui accompagne l'action et en mieux. Je trouve que ça embellit ce qu'on voit. Ça nous permet d'avoir de mieux en mieux, comprendre l'histoire, de mieux en mieux voir l'histoire et les actions, et de plus apprécier ce film-là. Je pense que sur la musique, on perd vraiment quelque chose. Bon, après, ça reste Hans Zimmer, donc c'est une grande personne de la musique, un grand réalisateur musical pour les films. Et je suis très content d'avoir ces musiques-là que je conseille d'ailleurs d'écouter et de bien porter l'oreille parce qu'elles apportent énormément à l'action. C'est un peu d'ailleurs tout ce que j'ai à dire sur ce film. Maintenant, on va parler un peu de la suite, puisqu'il y a une suite à ce film-là. Donc la suite, c'est en fait qu'il y a ce film devrait être en fait en 3 parties. Puisque Denis Villeneuve a dit qu'il y avait 3 parties, je pense que vous avez compris à un moment donné où je parlais de la critique et tout, que je voulais pas trop vous en parler, mais en fait il y aurait bien une 3ème partie. Avec du coup cette guerre sanglante, en fait du coup Paul quand il va reprendre Arrakis, il va dire aux maisons qu'elles doivent le reconnaître, les autres maisons ne veulent pas, et donc ça va là où ça va lancer cette guerre sainte face à toutes les maisons pour que les filles s'appellent le reconnaître, où il va envoyer les Fremen pour se battre, puisqu'ils appellent pour les amener vers le paradis vert, où Sylvia va les mener. Et c'est un peu en fait une 3ème partie qui va se passer.
où donc on n'a pas de scène post-générique qui nous a amené à Jaws, mais je pense que c'est à ce moment-là, du coup, où certainement il aura plus de vision de sa sœur jouée par Anya Taylor-Joy, donc il y aura certainement plus de sa présence, plus de présence aussi de Florence Pugh qui va peut-être essayer de le calmer un peu, vu qu'il est un peu taré avec cette rôle de la vie et tout. Ça, je n'en sais rien, je ne suis là que pour donner des suppositions. Certainement plus de bataille aussi avec les Fremen. J'espère qu'on en verra aussi un peu plus du coup sur Shani, sur ce qu'elle va faire par la suite. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Un peu aussi sur les Bene Gesserit, donc qu'est-ce qui va se passer avec Dame Fenring maintenant que Fenrota est mort? Qu'est-ce qui va se passer avec Dame Jessica aussi qui est toujours derrière? Qu'est-ce que Gunran va faire? En fait, on a beaucoup, je pense que c'est la fin, en fait, ça va être vraiment cette fin, parce qu'on nous laisse du coup sur la fin, on va accéder à la guerre sainte, Paul qui est du coup sur le palais d'Arrakis et donc Shani qui est parti, mais on n'a pas grand chose d'autre, et les maisons qui arrivent, donc c'est vraiment une guerre qui va se passer, je pense que ça va être un film avec beaucoup de combats, plus que dans le premier, et on va certainement, je sais pas, peut-être voir Paul normalement triompher comme l'histoire devrait le faire, peut-être pas, je n'ai pas lu le livre donc je peux pas vraiment savoir. Et je pense que le film va être encore. Là, je pense que Denis Villeneuve a déjà mis la barre très très haute et je pense que son film va être encore plus haut. C'est pour ça que pour moi, c'est l'un des meilleurs films de l'année pour l'instant en termes de science-fiction parce que je ne vois pas vraiment. Science-fiction, je vois pas vraiment qui peut le battre. C'est sûr qu'on aura des films de super-héros, Deadpool 3 qui sera génial. D'autres films sont très très bons, mais en termes de science-fiction, je sais pas s'ils arriveront à aller aussi bien. Je sais que c'est très fort de dire que c'est le meilleur film de l'année pour l'instant, alors qu'on est qu'en février, mais pour moi, un film comme Babylone, par exemple, dès janvier, le 2023, je sais déjà que c'était l'un des films de l'année, même si il y a eu Oppenheimer qui est sorti aussi cette année-là. Mais pour moi, cette trilogie-là va marquer les esprits. Commence déjà, la duologie commence par le marquer. Et le troisième film va être encore mieux. Je ne sais pas quand est-ce qu'il sortira, certainement en 2026, 2027. Et on aura encore, je pense, un film de cinéma encore plus impressionnant qu'avant. Enfin, je suis vraiment impressionné par tout ce que ces acteurs nous montrent. Je ne sais pas qui est-ce qu'on pourrait avoir du coup en méchant de cette guerre sainte, puisqu'il n'y a plus vraiment maintenant de méchants. Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir nous ramener? J'ai hâte de savoir. Et franchement, je suis plutôt content d'avoir pu voir du coup d'une partie 2. Je suis hypé pour la suite, avec d'une partie 3 et cette du coup fin. Et c'était un film que j'ai pu voir donc, au cinéma et je vous conseille de le voir au cinéma. Franchement, les gens qui aiment la science-fiction, qui ont adoré d'une partie 1, je ne peux que vous conseiller de voir du coup ce d'une partie 2. C'est un très bon film pour moi, qui a le mérite d'être sorti au cinéma en ce moment-là où il n'y a pas vraiment de film pour le concurrencer, qui a énormément de mérite avec tout ce que Denis Villeneuve a fait, tout ce que les acteurs ont pu faire aussi dans leur prestation. Je peux que le conseiller, c'est un très bon film qui a quelques longueurs, sur cette 2h45, je peux comprendre qu'il y a quelques longueurs, quelques plans qui semblent pas si intéressants que ça, j'en ai parlé de quelques moments sur Fenrota où on pensait du mieux, sur Gurion aussi, sur Rabad, on n'a pas que du parfait, mais c'est un très bon film, et le tout fait que c'est un très bon film, parce que la musique, les combats, la beauté des plans, tout, l'histoire, les jeux d'acteurs, et je ne peux que vous conseiller, et c'était donc V. Maillet pour une nouvelle critique, et ciao tout le monde!